Un homme ruiné et une voleuse. Quel couple parfait! Ce n'est pas ce que tu crois. Le jour de mon mariage, mon fiancé a glissé mon alliance au doigt de son ami d'enfance. Il m'a dit que si je refusais d'être soumise, il ferait d'elle sa femme. J'ai simplement répondu « Très bien, le jour où mon alliance a été volée, ja dit. Très bien. » Dès que les portes de la salle de réception se sont fermées, les échos des applaudissements ont été engloutis par les immenses lustres en cristal. Nous étions dans un hôtel de luxe historique de l'avenue Georges V à Paris. L'allée centrale était entourée de 120 tables rondes. Toutes étaient entièrement recouvertes de lits blancs et de roses au reflet champagne. Au centre de tout cela, je me tenais debout. Vêtue d'une robe d'un blanc immaculé, je suis Éléonore Mercier et j'ai 29 ans. Aujourd'hui, je devais épouser Hugo Montfort, un homme que je fréquentais depuis 7 ans. La cérémonie en était à l'échange des alliances. L'officiant a parlé d'une voix calme, invitant le marié à présenter l'anneau à la mariée. Hugo a reçu un petit écrin en velours. L'alliance à l'intérieur était celle que j'avais passé 3 mois à choisir. Je m'étais rendue chez un grand joaillier de la place Vendôme d'innombrables fois. J'avais fait ajuster la largeur et la hauteur de la pierre pour qu'elle épouse parfaitement mon doigt. Gravée à l'intérieur, en minuscules lettres, se trouvaient mes initiales et celles de Hugo. C'est à cet instant précis que mon téléphone a vibré dans ma pochette. Je n'avais aucune intention de le regarder, mais une seule photo affichée sur l'écran s'est imposée à ma vue. Elle avait été prise la nuit précédente, à l'entrée de service de l'hôtel, à 1h10 à 7 du matin. Le bras de Hugo enlaçait la taille de son amie d'enfance, Chloé Arnaud. La femme qui était censée se tenir à quelques pas de nous en tant qu'invitée. J'ai relevé la tête. Hugo tenait l'écrin, mais il ne s'est pas avancé vers moi. Son regard a contourné mon épaule pour se poser sur les sièges des invités. Chloé se tenait là. Portant une robe blanche, ses yeux étaient remplis de larmes, lui donnant l'air d'un faun blessé par le monde entier. Pourtant, sa main gauche s'était tendue vers l'avant, avec beaucoup trop de naturel. « Hugo !» Sa voix a résonné dans toute la salle à travers les micros. C'était une voix douce et mielleuse que je n'avais jamais entendue au cours de mes 7 années passées à ses côtés. Cette bague t'appartenait depuis le tout début. Les invités des 120 tables ont retenu leur souffle à l'unisson. L'officiant s'est figé, un sourire plaqué sur le visage. Des murmures ont éclaté dans les rangs des 2 familles. Ma mère a agrippé mon poignet. Ses ongles se sont enfoncés dans ma peau, m'envoyant une décharge de douleur, mais le fait que sa main tremble m'a blessé bien plus encore. Hugo a pris la main gauche de Chloé. Il a lentement glissé l'alliance qui m'était destinée sur son doigt. La taille était étonnamment parfaite. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il avait fait mesurer son doigt à l'avance. Éléonore. Il a fini par se tourner vers moi. Dans ses yeux, il n'y avait ni hésitation, ni culpabilité, seulement de l'irritation et du mépris. Si tu refuses de te plier à mes règles, je ferai de Chloé ma femme. Elle ne doute pas de moi. Elle ne me pousse pas dans mes retranchements. Elle ne calcule pas le moindre petit détail comme un livre de comptes. Contrairement à toi, Chloé a laissé échapper un faible sanglot en appelant le prénom de Hugo, mais elle n'a fait aucun geste pour retirer la bague. Les diamants scintillaient sur son doigt, cachant les initiales de mon Hugo contre sa peau. J'ai fait exactement un pas en avant. Les 128 perles que j'avais cousues à la main sur l'ourlet de ma robe ont doucement basculé. Le jour de mon essayage, la taille dans le dos était légèrement trop lâche. J'étais donc restée éveillée jusqu'à minuit pour la retoucher. Ma mère était assise à côté de moi pour enfiler les aiguilles. Nous avions à peine dormi pendant 2 nuits. Cousues dans chacune de ces minuscules perles, il y avait mes espoirs et les prières de ma mère. La voix de Hugo s'est faite étonnamment basse. « Tu es vraiment d'accord avec ça ?» S'est-il moqué ? « Tu vas m'obliger à en dire plus ?» Non. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire déformé par l'incapacité à supporter la douleur. C'était le sourire d'une personne
qui posait enfin un lourd fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Très bien. Laissant ce seul mot derrière moi, je lui ai tourné le dos. Les regards de toute la salle me transperçaient la colonne vertébrale. Quelqu'un a levé un smartphone. Quelqu'un a murmuré une brève expression de pitié. Quelqu'un d'autre a chuchoté que cela allait être un désastre. Je ne me suis pas retournée. Je suis entrée dans la suite nuptiale et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur. La mariée dans le miroir était toujours belle. Mon maquillage n'avait pas coulé. Mon rouge à lèvres était intact. J'ai lentement retiré mon voile et je l'ai plié sur la coiffeuse. En dessous reposait un autre écrin rouge. C'était l'alliance que j'avais prévu d'offrir à Hugo. À l'intérieur, il y avait une carte manuscrite. J'avais réécrit la dernière phrase 5 fois avant de finalement choisir les mots. Continuons à regarder dans la même direction. Côte à côte. Je n'ai pas ouvert l'écrin. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro enregistré. La personne a décroché à la 2e sonnerie. Maître Lemaire, as-je dit, vous n'avez pas besoin d'annuler la réception. Veuillez lancer le plan B comme prévu. À l'autre bout du fil, Béatrice Lemaire, une avocate spécialisée en droit des affaires. Anne est restée silencieuse, une brève seconde. Vous n'hésitez vraiment plus, n'est-ce pas? Je n'hésite plus. Les mots forts vont chercher à m'écraser sérieusement. Je le sais, ai-je répondu en sortant une épaisse enveloppe de mon sac. Elle était scellée avec de la cire rouge. 3 mois plus tôt. Lorsque j'avais préparé cela, j'avais prié pour que le jour où je devrais m'en servir n'arrive jamais. Mais une prière n'était qu'une prière. Béatrice, ai-je dit en fixant mon reflet dans le miroir. J'ai fini de me taire juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Compris. Alors, commençons. J'ai raccroché et j'ai enfoncé l'ongle de mon pouce sous le rabat de l'enveloppe. Le bruit du papier qui se déchire a résonné de façon inhabituellement forte dans la pièce silencieuse. À ce moment précis, quelqu'un a appelé mon nom de l'autre côté de la porte. C'était ma mère. J'ai remis l'enveloppe dans mon sac et j'ai déverrouillé la porte. Ma mère se tenait là, dans une élégante robe de soirée bleu marine. Épinglée sur sa poitrine, se trouvait une petite broche vintage en perles. Je la lui avais offerte avec mon tout premier salaire. C'était un bijou qu'elle avait cessé de porter depuis des années. Prétextant que le fermoir était cassé, elle m'a regardé et a serré les lèvres. Allons-y, c'est tout ce qu'elle a dit. J'ai hoché la tête. Ce jour-là, je ne me suis pas enfuie de mon lieu de mariage. J'ai commencé à marcher pour reprendre le contrôle de ma propre vie. Une Lexus noire attendait dans le parking souterrain de l'hôtel. La personne qui tenait la portière arrière ouverte était Béatrice Lemaire. Elle avait une 40aine d'années et portait un tailleur pantalon gris impeccable. Pas une mèche de cheveux ne dépassait. Quand elle a vu mon visage, elle n'a prononcé aucun mot de consolation. Elle a simplement fait un bref signe de tête. Je conduis. C'était suffisant. Je me suis assise à l'arrière, à côté de ma mère, alors que la portière se fermait. Le tumulte de la salle de réception s'est estompé pour devenir le son d'un monde lointain. Ma mère avait les 2 poings serrés sur ses genoux. J'ai enveloppé ses mains avec les miennes. Elles étaient glacées. Éléonore. Oui? Je n'ai pas pu dire un mot là-dedans. Tu es vraiment sûre de toi, après ce qu'il t'a fait. J'ai secoué la tête. Je t'ai vu trembler. Maman. C'était suffisant. Des larmes ont perlé dans les yeux de ma mère. Mais elle n'a pas pleuré. Elle avait toujours été le genre de personne à redresser la colonne vertébrale avant de verser une larme. Elle avait perdu son mari très tôt. Elle m'avait élevée en courbant l'échine devant la famille. Elle avait même essayé de vendre ses vieilles bagues pour rassembler des fonds quand mon entreprise était en difficulté. La voiture a quitté les beaux quartiers pour se diriger vers une zone industrielle brute à Montreuil. Nous sommes arrivés devant un vieil immeuble de 7 étages. 3 ans plus tôt, lorsque j'avais fondé ma start-up technologique, c'était le premier bureau que j'avais loué. Le loyer était de 800 € par mois. Le vent s'engouffrait par les fissures des fenêtres. Et en été,
La climatisation ne fonctionnait jamais. Hugo n'était jamais venu. Il se contentait de rire et de me demander ce que je fabriquais dans un taudis pareil. L'ascenseur principal était en panne, ne laissant qu'un petit monte-charge opérationnel. Laissant ma mère dans la voiture, Béatrice et moi sommes montés au 7e étage. Une lumière de secours jaune clignotait dans le couloir, projetant de longues ombres à nos pieds. Quand j'ai déverrouillé la porte, un vieux bureau, des piles de carton blanc et un ordinateur portable fermé sont apparus, épinglés sur un tableau blanc au mur. Il y avait des photographies, des calendriers, des virements bancaires, des copies de registres d'entreprise et des factures d'hôtel. Des marqueurs rouges et bleus avaient été utilisés pour tracer des lignes, entourer des détails et écrire des annotations. Béatrice s'est arrêtée devant le tableau. « Vous vous prépariez à ce point depuis 3 mois ? Pourquoi 3 mois ?» J'ai répondu tout en ouvrant un carton. Le jour où il m'a dit que je ne comprendrais tout simplement pas, le 12 mars, une date inoubliable. À 15 heures ce jour-là, Hugo m'avait envoyé un message pour me dire qu'il finirait tard. Le croyant sur parole, j'avais commencé à faire mijoter un bœuf bourguignon, mais ce soir-là, j'ai aperçu par hasard sa voiture dans un parking souterrain du Marais. L'heure d'entrée était 16h05. La voiture était garée sous l'immeuble du cabinet de design où travaillait Chloé. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Hugo. 6 minutes plus tard, il m'a répondu. Prétendant qu'il passait juste la prendre parce que sa voiture était en panne, il est rentré à 23 heures ce soir-là. J'avais posé le plat froid sur la table de la salle à manger. Il a pris une bouchée et a froncé les sourcils. « C'est froid. » « Ça aurait été chaud si tu n'avais pas été en retard. » Il n'a pas cherché à comprendre le sens de ma phrase. Il a pris une douche et avec les cheveux encore mouillés, il a regardé la photo imprimée que j'avais laissée sur la table avant de finalement s'asseoir en face de moi. « Éléonore, Chloé et moi nous connaissons depuis plus de 20 ans. Elle est comme une petite sœur pour moi. Tu ne comprends peu, être pas. Mais ce genre de relation existe. Si vous êtes ensemble depuis 20 ans, pourquoi ne l'as-tu pas épousée ?» Il n'a pas répondu. Après un long silence, il a parlé d'une voix basse. Les choses ne sont pas si simples. Il est ensuite allé dans son bureau et a verrouillé la porte de l'intérieur. Tard dans la nuit, je pouvais entendre sa voix filtrer à travers la porte alors qu'il parlait au téléphone. Je ne pouvais pas entendre le contenu exact, mais je pouvais jauger la température de son ton. Il n'y avait pas l'irritation qu'il dirigeait vers moi. À la place, il y avait une chaleur douce et réconfortante destinée à Chloé. Cette nuit-là, j'ai écrit la première ligne dans mon bloc-notes numérique sécurisé. S'il ne revient pas, je marcherai toute seule. Cela a commencé par une simple note, mais à partir de là, j'ai rassemblé des preuves, pièce par pièce, historique de géolocalisation, factures d'hôtel et données récupérées de messages supprimés, registre d'entreprise. J'ai tracé les fonds passant du compte bancaire personnel de Hugo vers un compte tiers. Chloé était sa maîtresse principale, mais elle n'était pas la seule. Il y avait une autre femme avec qui il avait séjourné dans une station de ski à Courchevel, des voyages d'une nuit dans une villa à Deauville, et des frais de carte de crédit nocturne lors de ses voyages d'affaires. Il me traitait de femme étouffante, mais les choses qu'il me cachait étaient infiniment plus nombreuses. Béatrice a feuilleté un dossier sur le bureau. C'est l'avenant au contrat de mariage que Hugo a essayé de vous faire signer. C'est bien cela, oui. Les termes sont hautement malveillants. Les droits de gestion conjointe sur toutes les nouvelles technologies et les modèles de données clients et les algorithmes d'évaluation de crédit générés dans les 2 années suivant le mariage. Ce n'est pas un contrat de séparation de biens classique. Il disait que c'était pour que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que mari et femme. Yairi. Il n'y a pas d'expression dont on abuse plus commodément que celle de se soutenir en tant que mari et femme. Béatrice a fermé le dossier, et l'auteur initial de ce brouillon est Chloé Arnaud. Oui, elle a oublié de supprimer les métadonnées de l'historique des révisions
La société Ashford Conseil, que Chloé avait créée, était officiellement un cabinet de conseil en gestion pour les petites entreprises, mais une partie de sa liste de clients correspondait parfaitement aux données divulguées depuis mon entreprise, la structure de ses propositions commerciales, ses modèles d'évaluation des risques et même les formules de calcul pour les devis étaient identiques. Hugo n'avait pas seulement trahi sa fiancée, il essayait de déposer mon entreprise, ma crédibilité et le travail que j'avais bâti pendant des années aux pieds de Chloé. J'ai allumé le nouvel ordinateur portable et j'ai téléchargé un dossier crypté depuis le cloud. Alors que la barre de chargement s'étirait sur l'écran, je regardais le vent décoller le vieux ruban adhésif qui scellait les interstices de la fenêtre. Les fiançailles rompues n'ont jamais été le vrai problème. Ai-je dit, ce que je reprends vraiment, ce n'est pas un homme, c'est l'œuvre de ma vie. En entendant ces mots, Béatrice a légèrement souri pour la première fois. Alors, étalons tout lors de la réunion de famille de demain. Oui, j'ai rangé l'ordinateur portable dans mon sac. Ils pensent que je vais pleurer et m'excuser. J'en suis certaine. C'est pourquoi demain, je leur présenterai l'addition. J'ai éteint les lumières de l'ancien bureau. Seule la lumière de secours jaune restait dans le couloir. Étirant nos ombres longues et fines, je savais que je ne ferais jamais marche arrière. Je n'avais plus de place nulle part, ni dans cette salle de mariage, ni au sein de la famille Montfort. À 15h le lendemain après-midi, j'ai emmené ma mère et Béatrice dans un cercle privé très fermé du 16e arrondissement de Paris. C'était l'établissement que la famille Montfort utilisait toujours pour discuter des affaires familiales internes. Le salon en chêne arborait des murs en acajou et des compositions florales hors de prix. C'était l'endroit exact où ma mère avait rencontré les parents de Hugo pour la première fois. Ce jour-là, la mère de Hugo avait regardé la robe simple de ma mère et avait souri avec condescendance, faisant remarquer à quel point ma famille devait être économe. Ma mère s'était simplement inclinée et l'avait remerciée. Pendant le trajet du retour, ma mère n'avait pas prononcé un seul mot. À l'intérieur du salon privé, 6 couverts étaient dressés. En bout de table siégeait le père de Hugo, Richard. À côté de lui se trouvait la mère de Hugo, Caroline. Hugo était assis à ses côtés, et Chloé était assise à sa droite, portant une robe bleu pâle. Elle avait forcé sur le maquillage pour cacher ses yeux gonflés par les pleurs de la veille. Ma mère était arrivée en avance et se tenait avec une posture parfaite sur le siège le plus proche de la porte. Elle n'avait pas touché à sa tasse de thé. J'ai pris le siège vide. Béatrice se tenait légèrement derrière moi, parfaitement positionnée en tant que conseillère juridique. Richard a été le premier à parler. Éléonore, nous ne t'avons pas convoqué pour te condamner. Hugo m'a raconté ce qui s'est passé hier. Je suis sûre que tu étais sous le coup de l'émotion. Cependant, ne quitter une réception des Montfort de cette manière était un manque de respect intolérable, un manque de respect envers eux. Mon départ de la réception était une insulte bien plus grave que mon fiancé glissant mon alliance au doigt d'une autre femme. Caroline a posé sa tasse de thé. Chloé est l'amie d'enfance de Hugo. Elle est comme une sœur pour lui. Si tu la suspectes avec autant d'excès, cela blesse Chloé aussi. Les épaules de Chloé ont légèrement tremblé. Éléonore, je ne voulais vraiment pas que cela arrive. Hugo a agi d'un coup de tête hier. Je ne l'ai pas regardé. J'ai tourné mes yeux vers Hugo. Hugo, n'y avait-il vraiment rien entre toi et Chloé, Arnaud? La pièce est devenue silencieuse. Le faible tintement des couverts résonnait de l'autre côté de la porte. Hugo m'a regardé, a poussé un profond soupir après une longue pause, et a parlé. Éléonore, ça suffit. Je suis fatiguée de ton habitude de tout enquêter. Chloé ne fouille pas dans mon téléphone. Elle ne piste pas mes déplacements, et elle ne transforme pas notre vie quotidienne en un interrogatoire permanent, comme tu le fais. Oui, je suis allée trop loin hier, en lui passant la bague. Mais c'est toi qui m'as poussée à bout. Avec ces mots, ma toute dernière once d'hésitation a disparu. J'ai ouvert mon sac
et j'ai posé un unique document sur la table. C'était une attestation de solde de tout compte, estampillée d'un sceau rouge certifié. Richard l'a pris en premier. En le lisant, une ride profonde s'est creusée entre ses sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? Exactement ce que vous voyez? Ai-je expliqué d'un ton neutre? Il y a 3 ans. La famille Montfort a prêté 15 000 € à mon entreprise. Selon le contrat, ce n'était pas un investissement, mais un prêt avec un taux d'intérêt annuel de 12%. Sur 3 ans, j'ai remboursé le capital et les intérêts, pour un total de 10 à 7 685 €. Le mois dernier, j'ai reçu cette attestation de solde du service juridique des Montfort. Le visage de Caroline a changé de couleur. Pourquoi rembourserais-tu une chose pareille aussi scrupuleusement? Sans ces 15 000 €, ton entreprise n'aurait jamais décollé. Oui, c'est pour cela que je suis reconnaissante, et c'est pour cela que je l'ai remboursé en totalité. Intérêt compris. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Miss Caroline, vous ne pouvez pas facturer des intérêts à quelqu'un et appeler ça de la charité par la suite. Si vous attendiez un remboursement, c'était une dette. Si vous vouliez appeler cela une faveur, vous n'auriez pas dû en faire un contrat de prêt dès le départ. Les lèvres de Caroline ont tremblé. Ma mère, assise à côté de moi, a pris une petite inspiration. Ma mère s'était toujours sentie inférieure à la riche famille Montfort. Ils avaient aidé à financer ma start-up, ils avaient recommandé un grand médecin lorsqu'elle avait été hospitalisée, et ils avaient avancé une partie des frais du mariage. À cause de cela, elle pensait que nous n'avions pas d'autre choix que de baisser la tête. Peu importe ce qu'ils nous disaient, mais elle avait tort. Nous avions rendu tout ce que nous avions reçu. Le prêt était remboursé, les honoraires du médecin avaient été réglés en totalité au tarif standard, et les frais de mariage avancés avaient été entièrement remboursés. La famille Montfort n'avait plus aucune raison de nous regarder de haut. Richard a posé le document sur la table. Éléonore. Était-ce ton plan? Depuis le début, non. Pas depuis le début. J'ai sorti une copie d'un projet de contrat. Cela a commencé le jour où Hugo a exigé ma signature sur cet avenant au contrat de mariage. Richard a regardé son fils. Hugo. Qu'est-ce que c'est que ça? L'expression de Hugo a légèrement changé. Ce n'est qu'un contrat de séparation de biens classique, un arrangement normal pour gérer nos avoirs après le mariage. Ce n'est pas classique. Est intervenue doucement Béatrice. Ce projet liste explicitement des droits de gestion conjointe sur les modèles exclusifs d'évaluation de crédit client de la société d'Éléonore, ainsi que ses systèmes de risque de la chaîne d'approvisionnement et ses algorithmes d'investissement. Cela dépasse de très loin le cadre d'un contrat de mariage standard. Je me suis adressée à Hugo. Tu m'as dit que c'était pour que nous puissions nous soutenir mutuellement en tant que mari et femme, mais quand j'ai vérifié l'historique des révisions du document, l'auteur initial était Chloé. Le visage de Chloé est devenu instantanément livide. C'est un malentendu. J'ai juste fait la mise en page du document pour lui. La mise en page n'implique pas de lister les actifs fondamentaux de mon entreprise élément par élément. Béatrice a poursuivi. Les données électroniques ont été authentifiées avec un horodatage par un huissier de justice. Elles sont totalement recevables comme preuve dans le cadre d'un procès. L'atmosphère dans la pièce a radicalement changé. Enfin, il réalisait ce qui se passait. Ce n'était pas une dispute familiale causée par une mariée capricieuse. C'était une affaire d'espionnage industriel et de concurrence déloyale. J'ai posé un 3e document sur la table. La société Ashford Conseil, société à responsabilité limitée, présidente directrice générale, Chloé Arnaud, créée le 10 à 7 novembre de l'année dernière, capital de départ de 10 000 €, dont 4 700 € ont été virés depuis le compte personnel de Hugo, en passant par un compte intermédiaire appartenant au cousin de Chloé. Chloé a commencé à trembler. Éléonore. C'est un malentendu. Je voulais juste créer ma propre entreprise. Hugo m'a seulement aidé un peu. Je n'ai jamais eu l'intention de te voler quoi que ce soit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement audio. La voix de Chloé a rempli la pièce. Hugo.
Tu es sûr qu'on ne va pas se faire prendre. Éléonore est douée avec les chiffres, et si elle réalise que ma liste de clients recoupe la sienne, puis la voix de Hugo, elle est trop occupée par les préparatifs du mariage, elle ne remarquera rien maintenant, et même si elle le fait, je la ferai taire. Éléonore déteste faire des scènes plus que tout au monde. Une fois mariée, je te transférerai progressivement les droits de gestion. Elle est têtue, mais à la fin, elle n'aura pas d'autre choix que de me laisser faire. L'enregistrement s'est arrêté, personne n'a dit un mot. Les lèvres de Chloé tremblaient. Tout le sang avait quitté le visage de Hugo, alors qu'il me fixait. Richard serrait les poings, et Caroline agrippait sa poitrine. Je les ai tous regardés. Vous pensez que vous avez ruiné mon mariage hier, mais vous avez tort. Il était brisé depuis très longtemps, le jour où Hugo a menti pour la première fois, le jour où je l'ai cru, le jour où vous avez tous pris mon silence pour de la faiblesse. Il était déjà brisé. Richard était un homme d'affaires. Il prenait des décisions basées sur les pertes et profits, à pas sur les émotions. Il a immédiatement baissé la voix. « Éléonore, donne-nous tes conditions. Des excuses, un règlement à l'amiable. Si nous pouvons résoudre cela par la discussion, la famille Montfort est prête à négocier. J'ai 4 conditions. J'ai posé une mise en demeure formelle, à rédiger par mon avocate. Sur la table, premièrement, Hugo et Chloé présenteront des excuses publiques, admettant l'humiliation lors de la réception et le détournement de secrets commerciaux. Deuxièmement, la société Ashford Conseil sera liquidée et toute utilisation des données, et modèles et listes de clients de mon entreprise cessera immédiatement. Troisièmement, le paiement de 350 000 € pour dommages directs et manque à gagner. Quatrièmement, Hugo renoncera définitivement à toute revendication future sur les actifs de mon entreprise. Caroline a poussé un cri perçant. 350 000 €, tu as perdu la tête. Si cela va devant les tribunaux, le montant augmentera. Chloé a attrapé la manche de Hugo. Hugo, dis quelque chose. Je ne peux pas payer ça. C'est toi qui m'as dit de créer l'entreprise. Tu m'as donné les fichiers. Tu as même dit que me donner l'alliance était ta façon d'arranger les choses. Hugo n'a pas pris sa main en retour. À cet instant, Chloé a finalement semblé comprendre. L'affection d'un homme n'est belle que lorsqu'il n'a pas à assumer ses responsabilités. Au moment où une menace de procès de 350 000 € lui a été jetée au visage, son amour a commencé à faire les comptes. Je me suis levée, je laisse le reste aux soins de maître Lemaire. Alors que je me dirigeais vers la porte, Hugo a appelé mon nom. « Éléonore, tu vas vraiment aller aussi loin ?» Je me suis retournée. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement traîné ce que tu as fait dans la lumière. J'ai fait une pause avant de continuer. Si cela a suffi à le détruire, c'est que c'était quelque chose qui ne pouvait pas supporter la lumière dès le départ. Juste au moment où la porte se refermait, j'ai entendu Richard crier et le bruit d'une tasse de thé se fracassant contre le mur. Je n'ai jamais regardé en arrière. À 10 à 7 heures ce jour-là, les mises en demeure officielles du cabinet de Béatrice ont été signifiées au siège du groupe Montfort et à la société Ashford Conseil, vers la même heure. Une vidéo de la réception de mariage a fuité en ligne. On ne savait pas très bien qui l'avait filmée. La vidéo était courte. Elle montrait Hugo s'approchant de Chloé avec mon alliance, affirmant qu'elle lui appartenait depuis le début. Elle le montrait la glissant à son doigt, puis se tournant vers moi et déclarant qu'il ferait d'elle sa femme si je n'étais pas soumise. Enfin, on me voyait sourire, dire « très bien » et m'éloigner. Les sections de commentaires ont explosé pendant la nuit. Un drame d'alliance avec une amie d'enfance. C'est beaucoup trop. Attendez. L'alliance porte les initiales de la mariée et il la donne à sa maîtresse. Le plus effrayant, c'est que la mariée ne crie pas et ne pleure pas. Elle a définitivement un atout dans sa manche. L'amie d'enfance pleure. Mais elle n'enlève pas la bague. Mort de rire. La famille Montfort
a immédiatement contacté des agences de relations publiques pour faire supprimer la vidéo, mais plus ils essayaient de l'effacer, plus elle se propageait rapidement. Dès le lendemain, la nouvelle selon laquelle Ashford Conseil avait reçu une mise en demeure pour détournement de secrets commerciaux a fuité et la conversation est passée d'une rupture de fiançailles à un scandale d'espionnage industriel. Au début, Chloé a joué les victimes. Elle a publié sur un compte privé « Je suis tellement perdue par la soudaineté de tout cela. Je n'ai jamais voulu blesser personne. » Mais très vite, une photo est apparue, la montrant dans une bijouterie de la place Vendôme, essayant exactement la taille de mon alliance une semaine auparavant. De plus, des détectives amateurs sur Internet ont déterré la date de création de son entreprise, les transferts d'argent de Hugo et des emails commerciaux qu'elle avait envoyés à des clients communs avec mon entreprise. L'opinion publique s'est instantanément retournée contre elle. Chloé m'a envoyé un message frénétique. « Éléonore, je suis tellement désolée. J'ai juste fait confiance à Hugo. Je ne comprends rien aux affaires, et il m'a dit que je pouvais utiliser les fichiers. S'il te plaît. Et peux-tu abandonner le procès? Je ne peux pas payer 350 000 €. J'ai pris des captures d'écran de tout cela, et je les ai transférées à Béatrice. Elle a répondu immédiatement. Excellent matériel pour un aveu de culpabilité. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Chloé était tellement occupée à jouer les victimes qu'elle ne réalisait pas qu'elle renforçait activement nos preuves. Le 3e soir, Hugo est apparu devant l'immeuble de mon bureau. Il pleuvait à verse. Il se tenait près de l'entrée dans un costume trempé, sans parapluie. Ses cheveux habituellement si bien coiffés étaient plaqués sur son front, et il semblait très pâle. Le vigile a croisé mon regard, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Éléonore », sa voix était rauque, « je veux te parler. Si c'est au sujet du règlement à l'amiable, parle à mon avocate. »« Non, ce n'est pas ça. » Alors nous n'avons rien à nous dire. J'ai essayé de passer à côté de lui. Il a attrapé mon poignet avec une force désespérée. « Lâche-moi. Je n'aurais jamais pensé que ça tournerait comme ça. Comme quoi que la vidéo fuiterait. Que ton père entrerait dans une rage folle. Que ton entreprise serait traînée dans la boue et que Chloé serait poursuivie. » J'ai regardé sa main. Autrefois, j'imaginais un avenir où une alliance reposerait sur ce doigt. Maintenant, la froideur de sa peau mouillée me répugnait simplement. « La seule chose que tu regrettes, ce n'est pas de m'avoir blessé, mais que cela se soit transformé en un scandale retentissant. » Hugo a repris son souffle. « Non, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire ça à la réception. Je n'aurais jamais dû mettre la bague à Chloé. Je voulais juste te tester. Je voulais te faire réaliser à quel point j'étais important. Tu m'as testé en mettant mon alliance au doigt d'une autre femme devant ma propre mère. Il n'a pas pu répondre. Je lui ai demandé doucement. « Hugo, est-ce que tu m'as aimé ?» Il a eu l'air choqué, ne s'attendant probablement pas à ce qu'on lui pose une question aussi évidente. « Bien sûr que oui. Alors pourquoi as-tu donné les données de mon entreprise à Chloé? Son visage est devenu blanc comme un linge. Pourquoi as-tu essayé de revendiquer la gestion conjointe de mes actifs principaux dans le contrat de mariage? Pourquoi m'as-tu dit que tu avais supprimé ces messages à cause d'une mise à jour du système? Pourquoi m'as-tu dit que j'étais difficile et insoumise à chaque fois que je posais une simple question? La pluie a faisait plus lourde. » J'ai continué. « Tu ne m'as pas aimé. Tu aimais une femme commode qui nettoierait discrètement tes erreurs, qui ferait semblant de croire à tes mensonges et qui finirait par se plier à ta volonté. Éléonore n'est plus cette femme-là. Ses doigts se sont lentement desserrés autour de mon poignet. Et si je force Chloé à liquider son entreprise, à payer les dommages-intérêts, et qu'on recommence tout à zéro? Impossible. Pourquoi j'ai fixé les gouttes de pluie tombant du bord de mon parapluie? Parce que je ne laisse pas entrer la saleté dans ma maison. Ces mots ont dû peser plus lourd pour lui que n'importe quelle insulte. Hugo est resté figé sous la pluie. « L'alliance était à toi ?» a-t-il murmuré. « Mais elle a été mise sur la mauvaise personne. Je t'en achèterai une nouvelle,
N'importe quel modèle que tu veux. Il ne s'agit pas de la bague. Je me suis retournée et j'ai marché vers ma voiture. Il a appelé mon nom d'une voix basse, une dernière fois, mais je ne me suis pas retournée. Le procès a commencé 2 mois plus tard devant le tribunal de commerce de Paris. La famille Montfort avait engagé un cabinet d'avocats d'affaires très en vue de la capitale. Chloé avait engagé un avocat différent. Dès le départ, ils n'étaient pas dans le même bateau. Les Montfort ont essayé de rejeter toute la responsabilité sur Chloé, tandis que Chloé affirmait que Hugo lui avait remis les documents. Nous avons présenté nos preuves méthodiquement, l'historique d'acheminement des données, les journaux de modification sur le cloud, les horodatages de création du projet de contrat de mariage, les flux de fonds, les enregistrements GPS de la voiture, les factures d'hôtel et les fichiers de synchronisation automatique trouvés sur un ancien compte de réseau social que Hugo pensait avoir abandonné. Ce compte contenait bien plus que les preuves de l'envoi de données à Chloé. Il contenait ses messages avec d'autres femmes, la station de ski à Courchevel, la villa à Deauville, les reçus de taxi nocturnes. L'expression de Chloé s'est brisée. Elle avait dû penser qu'elle était l'unique amour de Hugo. Mais elle aussi n'était qu'une option choisie par commodité. À la barre des témoins, Chloé a fini par craquer. Je ne suis pas la seule fautive. Hugo me l'a dit. Il a dit qu'une fois marié à Éléonore, les actifs de son entreprise deviendraient les siens. Il m'a dit que je devais juste préparer la société en premier. Le juge lui a ordonné de se calmer, mais elle a sorti son smartphone. J'ai un enregistrement. Les avocats des Montfort sont devenus pâles. Hugo a hurlé son nom. L'audio diffusé dans la salle d'audience l'a coulé définitivement. Éléonore n'est pas la priorité. Elle était tue, mais une fois mariée, je gérerai les actifs de son entreprise. Utilise simplement son modèle pour faire grandir ton entreprise d'abord. Je te canaliserai les ressources des Montfort plus tard. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort. J'ai écouté sa voix comme si c'était un objet venu d'une planète lointaine. Autrefois, je n'avais jamais douté de l'avenir, où je rentrerais chez moi retrouver cet homme. J'avais mémorisé ses grains de café préférés. Je repassais ses chemises avant ses voyages d'affaires et j'allais faire les magasins avec ma mère pour choisir un cadeau d'anniversaire pour la sienne. Mais pendant tout ce temps, dans mon dos, il discutait de la façon de dépecer mon entreprise. Béatrice m'a chuchoté. Nous allons soumettre cela comme preuve corroborante. J'ai hoché la tête. L'issue a été décidée ce jour-là. Le tribunal a jugé Ashford Conseil responsable de violation de secrets commerciaux et de concurrence déloyale, ordonnant le paiement de 300 000 € pour les dommages directs. Le manque à gagner et les frais d'enquête. Hugo a été jugé solidairement responsable en tant que figure centrale de la fuite de données et du complot. Parallèlement, le conseil d'administration du groupe Montfort a annoncé la suspension de Hugo de ses fonctions de direction, entouré de journalistes sur les marches du palais de justice. Un micro s'est tendu vers moi. « Madame Mercier, êtes-vous satisfaite du verdict ? » « Je suis satisfaite. » « Ressentez-vous encore de la colère pour ce qui s'est passé à la réception de votre mariage ? » J'ai réfléchi un instant. Je ressens de la gratitude. Les journalistes ont murmuré. Confus. S'il n'avait pas agi comme il l'a fait à la réception, j'aurais pu gaspiller encore un peu plus de mon temps. Je suis reconnaissante d'avoir pu limiter la casse très tôt. Ce soir-là, les gros titres ont défilé. La présidente directrice générale qui a perdu son fiancé devant l'hôtel contre-attaque au tribunal, saluée pour avoir su couper les ponts rapidement, l'héritier des Montfort suspendu. Je n'ai pas lu les articles jusqu'à la fin. J'ai posé mon smartphone face contre table et j'ai appelé ma mère. J'ai gagné. La voix de ma mère s'est étranglée à l'autre bout du fil. Bon retour parmi nous. Éléonore. Oui. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie s'était complètement arrêtée. Après le verdict, Chloé est venue à l'immeuble de mon bureau. Exactement une fois, elle portait un manteau blanc. L'aura douce et radieuse qu'elle possédait à la réception avait disparu. Ses joues étaient creusées et de lourds cernes sombres assombrissaient ses yeux. Alors que je sortais du hall,
Elle s'est immédiatement précipitée. Éléonore. Sa voix était étouffée par les larmes. J'ai réalisé à quel point j'ai tout gâché. J'ai été trompée par Hugo. Je suis une victime. Moi aussi. Je me suis arrêtée de marcher. Une victime, oui. Il m'a dit que son mariage avec toi n'était que sur le papier. Il a dit que tu n'étais qu'une nécessité professionnelle et que j'étais celle qu'il aimait vraiment. Il a dit que prendre les fichiers de l'entreprise était normal parce qu'il serait à lui une fois marié. Chloé, je l'ai coupé. Tu n'es pas une victime. Son visage s'est figé. Quand tu as utilisé mes données pour démarcher des clients, tu n'étais pas une victime. Quand tu t'es tenue à ma place d'honneur à mon mariage, pleurant mais refusant d'enlever ma bague, tu n'étais pas une victime quand tu as envoyé des propositions commerciales au nom de ton entreprise à mes propres clients. Tu l'as fait de ton plein gré. Maintenant que tu ne peux plus payer l'addition, tu veux juste te ranger de mon côté. Ses lèvres ont tremblé. Alors qu'est-ce que je suis censée faire? C'est ton problème. Je l'ai laissé là, et j'ai commencé à marcher. J'ai entendu des sanglots derrière moi, mais je ne me suis pas retournée. Les larmes ne lavent pas tout. Les larmes versées tout en gardant la main sur des biens volés ne sont rien de plus que de l'apitoiement sur soi-même. La dernière fois que Hugo est venu me voir, c'était 6 mois plus tard. C'était le jour où mon entreprise avait conclu sa levée de fonds de série B et tenait une conférence de presse. Alors que je me dirigeais vers le parking après avoir quitté le lieu de l'événement, il se tenait à côté d'une vieille berline. Il avait perdu du poids. La confiance et l'attitude arrogante qu'il utilisait autrefois pour me regarder de haut avaient complètement disparu. Le col de sa chemise était légèrement froissé et ses chaussures n'étaient pas cirées. Éléonore, Madame Mercier, quand il a corrigé la façon dont il s'adressait à moi, son visage s'est légèrement tordu. Tu ne me laisses même plus t'appeler par ton prénom. Nous ne sommes plus intimes. Il a sorti un écrin rouge de sa poche. J'ai su immédiatement ce que c'était. C'était cette alliance, celle qui avait été glissée au doigt de Chloé, celle qui était devenue une pièce à conviction photographique au tribunal, celle que j'avais choisie. Je l'ai récupérée. Il a ouvert la boîte. Le diamant avait été nettoyé et reflétait les lumières tamisées du parking. Ceci t'appartenait à l'origine. Jette-la. Ses doigts se sont figés. Tu n'en veux pas. Je n'en veux pas. Mais tu as passé 3 mois à la choisir. Oui, mais elle a été placée sur la main de quelqu'un d'autre. Je t'en achèterai une nouvelle. Le modèle que tu veux, je l'achèterai. Je la ferai regraver. J'ai ressenti une vague d'épuisement. Il croyait encore que s'il remplaçait simplement l'objet, il pourrait effacer le passé. Hugo, une nouvelle alliance n'empêchera pas les mains de ma mère de trembler lors de cette réception. Cela n'effacera pas le fait que tu aies divulgué les données de mon entreprise. Cela n'effacera pas ta voix me disant que je n'étais pas faite pour toi. Je veux te dédommager. Paie les dommages-intérêts par versements échelonnés, comme l'a ordonné le tribunal. Il a souri amèrement. Tu traites vraiment tout comme une transaction commerciale, n'est-ce pas? Si je ne le fais pas, tu utiliseras à nouveau mes émotions. Après un long silence, Hugo a parlé d'une voix basse. Est-ce qu'on ne peut vraiment jamais revenir en arrière? Nous ne le pouvons pas. Si cette réception n'avait pas eu lieu, les choses auraient-elles été différentes? J'ai secoué la tête. Non. Nous avons dépassé le point de non-retour bien avant cela, le jour où tu as dit ton premier mensonge et que j'ai fait semblant d'y croire, le jour où tu as pris mes compromis pour de la faiblesse, le jour où tu as essayé d'utiliser mon travail acharné comme marchepied pour quelqu'un d'autre. C'était déjà terminé à cet instant précis. Une larme a coulé de son œil. J'ai regardé cette larme et j'ai réalisé que mon cœur ne vacillait pas le moins du monde. C'était étrange. Dans le passé, s'il avait simplement l'air un peu fatigué, je m'inquiétais, je choisissais mes mots avec soin et je ravalais mes propres sentiments pour ne pas le blesser. Maintenant, j'ai simplement pensé « Ah, donc lui aussi sait ce que l'on ressent quand on souffre. Éléonore, je suis désolée. J'accepte tes excuses. » Une lueur d'espoir est revenue dans ses yeux l'espace d'une fraction de seconde.
Mais je ne te pardonne pas. La lumière s'est éteinte. Je suis montée dans ma voiture. Juste avant que la portière ne se ferme, il a appelé mon nom, mais je ne me suis pas retournée. 1 an plus tard, j'ai acheté une nouvelle broche à ma mère. C'était une petite pièce élégante, faite de véritables perles de culture. Le soir de son anniversaire, je l'ai épinglée sur sa robe. Cela a dû coûter cher. Tu vaux bien plus que cela. Maman. Ma mère a souri devant le miroir. C'était la femme qui avait porté une vieille broche sur une simple robe bleu marine. Serrant ma main avec une peur tremblante le jour du mariage ruiné, elle n'avait plus besoin de se faire toute petite pour plaire aux autres. Éléonore. Oui. Je pensais toujours que je voulais simplement que tu fasses un bon mariage. C'était la seule chose à laquelle je pensais. Je sais. Mais maintenant c'est différent. Mariage ou pas, cela n'a pas d'importance. La seule chose importante, c'est que tu ne te brades jamais. J'ai serré ma mère dans mes bras par derrière. Je ne ferai plus jamais ça. Promise. Promise. Depuis lors, j'ai été incroyablement occupée. L'entreprise a connu une croissance rapide. Notre modèle d'évaluation du crédit s'est avéré très efficace pour le financement des petites entreprises, ce qui a conduit à une série de partenariats avec des banques régionales et des entreprises de logistique. L'entreprise que les Montfort avaient autrefois méprisée, comme une minuscule boîte de support par correspondance, était devenue un acteur majeur de l'industrie. Quelques années plus tard, le jour de notre introduction en bourse, je me tenais sur le balcon d'Euronext à Paris pour faire sonner la cloche d'ouverture. Dans la galerie VIP se trouvaient ma mère et Béatrice. Ma mère portait fièrement sa nouvelle broche en perles, et Béatrice a levé une coupe de champagne dans son tailleur blanc impeccable. Alors que je faisais sonner la cloche, mon esprit est inexplicablement retourné à cet ancien bureau de Montreuil, le vent soufflant à travers les fenêtres réparées avec du ruban adhésif, la lumière de secours jaune clignotante, la phrase que j'avais tapée dans mes notes sécurisées tard dans la nuit. S'il ne revient pas, je marcherai toute seule. J'étais terrifiée à l'époque. Mes mains tremblaient, mais je l'ai quand même tapé. Je l'ai écrit, j'ai rassemblé des preuves, a passé en revue les contrats, remboursé la dette, et j'ai demandé l'aide des personnes qui comptaient vraiment. On ne n'est pas fort, mais si l'on refuse de reculer jour après jour, quand on s'en rend compte, on est déjà en train d'avancer. Après l'introduction en bourse, j'ai retrouvé Julien Valmont lors d'un événement de réseautage de l'industrie. Il était associé dans un grand fonds d'investissement spécialisé dans les fusions-acquisitions. Connu pour être implacablement froid et redoutable, la première fois qu'il a examiné mon plan d'affaires, il a pointé 47 défauts. J'ai contré 31 d'entre eux sur le champ. J'ai emporté les 6 restants chez moi et je les ai corrigés en 2 jours. Lors de notre réunion suivante, il a fini de lire le document révisé et a dit d'un ton plat : « Vous êtes coriace. Madame Mercier, je croyais que vous détestiez faire des compliments. Monsieur Valmont, je complimente les faits. C'est comme ça que ça a commencé. » Ce n'était pas un homme qui alignait de belles paroles, mais il lisait chaque document avec une sincérité absolue. Il ferraillait avec moi sans pitié dans les débats et comprenait que ce dont j'avais besoin, ce n'était jamais du réconfort, mais des options. Un jour, alors que je luttais sur un dossier d'acquisition compliqué, il a laissé tomber une épaisse pile de dossiers sur mon bureau. « Comment voulez-vous jouer ça ?» Éléonore. Je n'ai pas pu répondre pendant un instant. Hugo disait toujours : « Tu ne comprends pas. Ne t'en mêle pas. Contente-toi d'être docile. » Julien a dit : « Comment voulez-vous jouer ça ?» C'était une question qui prouvait qu'il croyait que j'étais une personne capable de gagner. Notre romance a commencé très lentement. Béatrice plaisantait en disant que notre phase d'audit préalable amoureux était beaucoup trop longue. J'ai répondu qu'être prudente était parfaitement normal. Julien, assis à côté de moi, de hocher la tête avec un visage complètement impassible. Le mariage est un investissement à long terme. Après tout, Béatrice a tellement ri qu'elle a failli renverser son vin. En les regardant,
J'ai senti une douce chaleur se répandre dans ma poitrine. Je n'avais plus besoin de confier ma valeur à la bague de quelqu'un d'autre. Mais le jour était venu où je voulais à nouveau marcher aux côtés de quelqu'un. Ce n'était pas une défaite. C'était une nouvelle forme de force. Un homme qui n'a pas besoin que vous soyez docile. Julien Valmont m'a demandé en mariage dans la voiture. En rentrant du dîner d'anniversaire de ma mère, il n'y a pas eu de mise en scène tape. Ah, l'œil. Nous avions dîné dans le salon privé d'un excellent restaurant avec ma mère, Béatrice, et quelques amis proches. Comme ma mère avait bu un peu trop de vin, nous l'avions d'abord renvoyée chez elle en taxi, et Julien et moi avions marché lentement dans la nuit parisienne. La brise du début de l'été était merveilleuse, et les feuilles des arbres dans la rue bruissaient doucement. Après être monté dans sa voiture, il n'a pas démarré le moteur immédiatement. Éléonore. Oui. Cela vous ennuie-t-il si nous parlons d'autre chose que d'investissement pour un moment? C'est rare de votre part. Il a souri malicieusement et a sorti un écrin de la console centrale. C'était un écrin bleu marine. Mon souffle s'est coupé. Le souvenir de mon mariage annulé n'était plus douloureux. Pourtant, la vue d'un écrin à bague a doucement effleuré une vieille cicatrice en moi. Une bague peut être une bénédiction, une chaîne, ou un instrument d'humiliation. Je le savais trop bien. Julien a ouvert l'écrin. La bague était incroyablement simple. Un modeste diamant monté sur un fin anneau de platine. Gravé à l'intérieur se trouvaient de minuscules lettres. Éléonore appartient à Éléonore. Dès l'instant où j'ai vu ces mots, mes yeux se sont embués. Ce n'est pas censé vous lier. La voix de Julien était basse et directe. Le mariage ne signifie pas que vous devez abandonner votre piquant. Vous n'avez pas à cacher votre force. Vous n'avez jamais à être soumise. Il m'a regardé. Je veux me tenir à vos côtés, pas me tenir devant vous pour vous protéger, pas vous diriger de l'arrière, mais être la personne qui regarde la même carte, à juste à côté de vous. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, puis j'ai lentement tendu la main. Julien, oui. Je déteste absolument les drames de mariage. Il a hoché la tête sérieusement. Je n'en causerai aucun. Cette bague ne sera jamais placée que sur votre main. J'ai laissé échapper un rire inattendu. C'est crucial. J'en prends acte comme priorité absolue. J'ai tendu ma main. Il a glissé l'anneau. Le métal froid a touché ma peau et a glissé doucement jusqu'à la base de mon doigt. Il n'y a pas eu de douleur. Il n'y a pas eu de sensation d'étouffement. Juste le dénouement tranquille de quelque chose de profond dans ma poitrine. Nous avons organisé un mariage en petit comité. Ce n'était pas dans un hôtel de luxe parisien, et il n'y avait pas 120 tables. Il a eu lieu dans un petit restaurant avec jardin dans la vallée de Chevreuse. Nous n'avions invité que ma mère, Béatrice, les membres fondateurs de mon entreprise et les amis proches de Julien. Les compositions florales étaient de simples touches de blanc, de bleu et de vert. Je n'ai pas porté la robe avec les 128 perles cousues à la main. Cette robe était rangée dans un carton. Je ne l'avais pas jetée. Et je ne la détestais pas non plus. Elle avait simplement rempli son rôle. C'était la robe qui m'avait permis de sortir la tête haute de l'endroit le plus misérable du monde. Ce n'était pas un vêtement de défaite. C'était l'armure que je portais le jour où j'ai repris ma vie en main. Ce jour-là, j'ai porté une robe blanche, légère et fluide. Pas de longue traîne, pas de broderie compliquée, juste une robe simple qui laissait passer le vent. Ma mère a ajusté mon voile. Dans le miroir, ses yeux brillaient déjà de larmes. « Éléonore, oui, tu as l'air vraiment heureuse aujourd'hui. » J'ai regardé ma mère à travers le miroir. « Je le suis. Je le suis vraiment. Tu n'as pas peur. Un tout petit peu. » Pour être honnête, ma mère a souri avec soulagement. « Si tu peux avancer même quand tu as peur, tu t'en sortiras très bien. » Julien m'attendait sous une arche fleurie. Quand il m'a vue, son regard s'est adouci d'une fraction. Ce n'était pas un sourire grandiose. Mais je savais déjà que son amour ne se montrait pas dans une abondance de mots, mais dans la forme d'une confiance absolue.
Pendant la cérémonie, je n'ai pas pensé à Hugo une seule fois. Même pendant l'échange des alliances, l'hôtel de l'avenue Georges V a le visage en pleurs de Chloé, et les yeux méprisants de Hugo ne m'ont pas traversé l'esprit. La seule chose dont je me souvenais, c'était la version de moi-même, celle qui enlevait son voile dans la suite nuptiale et déchirait cette enveloppe scellée de rouge. J'étais terrifiée ce jour-là. Faire sortir ma mère de cette pièce, me préparer à mener une guerre contre la famille Montfort, jeter à la poubelle une relation de 7 ans, tout cela me terrifiait. Mais j'ai quand même ouvert la porte. Et parce que je l'ai fait, je me tenais là aujourd'hui, prenant la main de Julien, Éléonore Mercier. J'ai hâte de passer le reste de ma vie avec vous. Je l'ai regardé. Julien Valmont. Oui. Ne me faites pas regretter ça. Il a ri doucement. Je travaillerai dur pour m'assurer que vous ne le ferez pas, parce que je sais que si je fais une erreur, vous avez la force de partir à tout moment. Je ne cesserai jamais de faire des efforts pour ça. Cela ressemble à beaucoup de pression. C'est la quantité de pression nécessaire. Une vague de rire a parcouru la petite foule. Béatrice était au premier rang, pressant un mouchoir sur ses yeux. Ma mère pleurait, serrant la broche en perles sur sa poitrine. Après la cérémonie, un jeune employé de mon entreprise s'est approché de moi. « Patronne, après tout ce qui s'est passé avant, n'aviez-vous pas peur de vous marier à nouveau ?» J'ai réfléchi un instant. J'avais peur. Mais c'est parce que j'avais peur que j'ai finalement appris à choisir. Dans le passé, je voulais juste être choisie par la personne que j'aimais. Pour être choisie, je restais un peu plus silencieuse. J'endurais un peu plus. Et je me faisais un peu plus petite. Quand toutes ces petites choses se sont accumulées, les contours de ce que j'étais ont commencé à s'effacer. Maintenant, avant que quiconque ne me choisisse, je me choisis moi-même, que ce soit pour continuer une relation ou y mettre fin, que ce soit pour faire confiance ou prendre du recul, que ce soit pour pleurer, poursuivre en justice, ou rire et lâcher prise, ne jamais remettre ce pouvoir de choix à quelqu'un d'autre. Voilà ce que l'amour signifiait pour moi. Quelques années plus tard, j'ai donné une conférence dans une grande école de commerce parisienne. Le thème était la gestion des risques et le développement de carrière pour les femmes entrepreneurs. À la fin de la conférence, une étudiante a levé la main. « Madame Mercier, si vous êtes trahie par quelqu'un d'important pour vous, comment partez-vous tout en gardant votre dignité ?» L'auditorium est devenu légèrement silencieux. J'ai ajusté le micro. Ne confondez pas la dignité avec le fait de ne pas pleurer ou de ne pas faire de scène. L'étudiante m'a regardé droit dans les yeux. La vraie dignité, c'est de refuser de payer le prix des erreurs de quelqu'un d'autre. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez être en colère, et soyez en colère. Si vous devez faire un procès, en faites-le. Si vous devez limiter la casse, faites-le rapidement. J'ai poursuivi. Le silence peut parfois être une vertu, mais si votre silence devient une couverture utilisée pour cacher la malhonnêteté de quelqu'un d'autre, arrachez cette couverture. Des applaudissements ont éclaté. Debout sous les lumières de la scène, je me suis soudain souvenu de ce jour-là. Hugo a glissé mon alliance sur la main de Chloé. A-t-il dit « Si tu refuses d'être soumise, je ferai de Chloé ma femme. » Et j'ai répondu « Très bien. » Autrefois, ce seul mot ressemblait à la plus grande humiliation de ma vie. Mais maintenant, je savais que ce n'était pas une humiliation, c'était une porte. Mon propre chemin, commençant par un très bien, les gens ont tendance à se soucier du sort de ceux qui les ont blessés pendant des périodes étonnamment longues, mais dans mon cas, Hugo et Chloé sont sortis de ma vie, de façon étonnamment rapide. J'ai entendu quelques rumeurs. Hugo a été écarté du noyau dirigeant du groupe Montfort et envoyé pour gérer une filiale en difficulté dans le nord de la France. Je ne l'ai plus jamais revu au volant d'une voiture de luxe dans Paris. Chloé a accumulé des dettes massives à cause du procès et de la liquidation de son entreprise. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté la région parisienne. La santé de Richard a décliné.
et Caroline a cessé de fréquenter les événements mondains. Quand j'ai appris ces choses, j'ai simplement hoché la tête. Ce serait mentir de dire que je ne pensais pas qu'ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Mais leur malheur n'est pas ce qui a construit mon bonheur. Ils ont simplement récolté les résultats de leur choix. Je vis les résultats des miens. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je n'ai pas quitté mon entreprise après m'être mariée. Julien considérait cela comme une évidence absolue. À la table du petit déjeuner, des prospectus d'investissement côtoyaient les tartines grillées et la confiture de prunes faite par ma mère. Julien lisait le journal Les Échos et me demandait parfois mon avis sur les tendances du marché. Quand je lui répondais que j'étais en train de manger, il me présentait ses excuses avec un visage totalement impassible et me versait du café. Cette vie quotidienne m'était complètement nouvelle. J'ai appris un peu tard que la présence ordinaire du respect mutuel pénètre beaucoup plus profondément l'âme que les mots d'amour flamboyants. Ma mère a changé. Elle aussi, elle rit beaucoup plus souvent qu'avant. Lors des événements de mon entreprise, elle porte fièrement sa broche en perles. Autrefois, elle disait qu'elle détestait se faire remarquer et s'asseyait au dernier rang. Maintenant, elle s'assoit au premier rang et applaudit plus fort que quiconque. Un jour, ma mère m'a dit soudainement: « Éléonore, à propos de ce jour à la réception du mariage, oui, au début, j'étais tellement frustrée et tellement gênée. Je voulais juste disparaître de cette salle. J'écoutais en silence, mais quand tu as dit très bien, et que j'ai vu ton dos alors que tu t'éloignais, je me suis dit: ah, cet enfant ne pourra jamais être brisé par personne. » Ma mère a regardé par la fenêtre et a souri lentement. J'ai réalisé que tout ce que j'avais à faire, c'était de suivre ton exemple. J'ai serré la main de ma mère. Je n'ai pu avancer que parce que tu étais là. Maman. Non. Elle a secoué la tête. J'ai pu avancer parce que tu l'as fait. Ces mots se sont posés tranquillement en moi. Sur le chemin du retour ce jour-là, nous avons acheté les pâtisseries préférées de ma mère. En défaisant le ruban, elle a ri et a dit: « Tu te souviens de l'époque où l'on ne pouvait même pas s'offrir le luxe de manger quelque chose de sucré ?» En regardant son sourire, j'ai réalisé que le procès n'était pas la seule chose que nous avions gagnée. Nous avions également triomphé des jours où la peur nous rendait minuscules. Je n'ai toujours pas abandonné cet ancien bureau à Montreuil. Mon entreprise a grandi et nous nous sommes installés dans de magnifiques locaux modernes et élégants, mais je continue de renouveler le bail pour cette unique pièce du 7e étage. Parfois, j'y vais seule. Je remplace le ruban adhésif sur les fenêtres, je nettoie le vieux bureau et je me tiens devant le tableau blanc. Il n'y a plus de photos de Hugo ou de Chloé dessus. À la place, j'ai épinglé le premier plan d'affaires de mon entreprise, une copie de notre tout premier contrat signé, un vieux porte-bonheur que ma mère m'a apporté, et une seule ligne imprimée de mes notes numériques. S'il ne revient pas, je marcherai toute seule. Chaque fois que je regarde cette phrase, j'ai envie de dire à mon moi du passé: c'est normal d'avoir peur. Tes mains tremblantes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont la preuve que tu essaies quand même d'avancer. Un journaliste m'a demandé un jour lors d'une interview pour un magazine: « Madame Mercier, l'incident de vos fiançailles rompues a-t-il été la chute de votre vie ou un tournant ?» J'ai ri. C'était un tournant déguisé en chute. Mon seul regret est de ne pas avoir cru en moi plus tôt. Si je pouvais dire une chose à mon moi du passé en ce moment, ce serait: bien joué. Le journaliste a semblé un peu surpris, mais j'étais vraiment sincère. Je n'étais pas d'une force infaillible ce jour-là. Quand j'ai déchiré l'enveloppe dans la suite nuptiale, mes doigts tremblaient. Quand j'ai tenu la main de ma mère dans la voiture, j'étais au bord des larmes. Juste avant de lancer l'enregistrement dans le salon en chêne, mon cœur battait si vite que ça faisait mal. J'ai pris de profondes inspirations encore et encore dans le couloir du palais de justice, mais je l'ai quand même fait, et parce que je l'ai fait, je suis celle que je suis aujourd'hui. Dans les histoires, on dit souvent que bien vivre est la meilleure des vengeances. Je pense que c'est légèrement inexact. Vous n'avez pas besoin d'être heureux par vengeance. Le bonheur n'est pas une arme à brandir devant quelqu'un d'autre,
C'est une vie tranquille que vous protégez pour vous-même. Préparer son café préféré le matin, appeler sa mère, faire face à des problèmes difficiles au travail, confronter ses opinions avec Julien, étaler des documents sur la table et débattre avec ferveur, aller au marché ensemble le week-end, et rire en le regardant inspecter sérieusement la fraîcheur des légumes. Dans ces petits moments du quotidien, je sens que je ne suis plus contrôlée par les erreurs de quelqu'un d'autre. C'est ce que signifie pour moi le fait de tourner la page. Chaque fois que je bois une tasse de thé chaud à notre petite table à manger familiale, je me dis, le bonheur n'est pas quelque chose que l'on prouve aux autres, c'est quelque chose que l'on reconstruit pièce par pièce chaque jour. La dignité bafouée et le temps volé ne reprennent pas forme immédiatement. Mais si vous en prenez soin, ils reviendront en toute sécurité dans votre vie. À la fin de ma conférence universitaire, j'ai dit ceci aux étudiants. Quand quelqu'un vous dit d'être soumis, si ces mots sont destinés à effacer votre voix, vous n'avez pas à écouter. Quand quelqu'un vous dit que vous ne comprenez tout simplement pas, regardez de plus près pour voir si vous ne comprenez vraiment pas ou s'ils ne veulent tout simplement pas que vous sachiez. L'amour n'est pas un mot utilisé pour vous rendre petit. Julien se tenait tranquillement au fond de l'auditorium pour écouter. Après la conférence, il m'a tendu un bouquet de fleurs. C'était un bon discours. J'ai simplement énoncé les faits. C'est exactement pour cela que c'était un bon discours. J'ai souri. Sur le chemin du retour, les lumières de la ville défilaient derrière les vitres de la voiture. En attendant à un feu rouge, j'ai regardé ma bague. Les mots gravés à l'intérieur, « Éléonore appartient à Éléonore », ne peuvent pas être vus de l'extérieur. Mais je sais qu'ils sont là. Je sais que ces mots cachés à la vue de tous ne me lient pas, mais me permettent plutôt de me tenir fièrement, en étant exactement celle que je suis. Depuis lors, j'ai été approchée par de jeunes femmes pour des conseils à plusieurs reprises. Un fiancé qui agit de façon suspecte, un patron qui essaie de s'approprier le mérite de leur travail, un membre de la famille qui leur dit qu'une femme trouve le bonheur en endurant un peu plus. Les formes de ces histoires varient, mais la racine est toujours la même. Quelqu'un utilise leur silence à son avantage. Je leur dis toujours la même chose. Vous n'êtes pas obligés de devenir fortes immédiatement, vous n'êtes pas obligés de vous battre parfaitement, mais s'il vous plaît, ne faites pas semblant de ne pas avoir vu ce que vous avez vu. Un sentiment de malaise est une alarme que votre cœur fait sonner avant tout le reste. Vous les aimez, alors vous voulez leur faire confiance. Vous êtes ensemble depuis longtemps, alors vous ne voulez pas tout gâcher. Vous ne voulez pas causer de problèmes aux gens autour de vous. Ces sentiments sont tout à fait naturels, mais vous ne devez jamais céder votre vie pour protéger les mensonges de quelqu'un d'autre. Moi aussi, je pensais que j'étais une femme froide pour avoir rassemblé des preuves, mais maintenant, je sais que c'est faux. Celui qui est froid, c'est celui qui vous a donné une raison de douter de lui. Celui qui est cruel, ce n'est pas celui qui confirme la vérité, mais celui qui cache la vérité pour exploiter la vie de quelqu'un d'autre. Garder des preuves pour se protéger n'est pas un échec amoureux. C'est une préparation pour ne pas renoncer à soi-même. Julien ne pose jamais de questions sur cette épaisse enveloppe. Parfois, lorsque nous visitons ensemble cet ancien bureau de Montreuil, il s'arrête devant le tableau blanc et dit simplement « C'est donc ici que tout a commencé ». Quand je réponds « Tu pourrais aussi dire « C'est ici que j'y ai mis fin ». Il secoue la tête « Non, c'est ici que tu as pris un nouveau départ ». En entendant ces mots, j'ai pleuré un peu. Il a fait semblant de ne pas remarquer mes larmes. J'ai enfin appris à appeler de l'amour la douceur, de faire semblant de ne pas remarquer. C'est pourquoi je n'ai toujours pas jeté cette vieille enveloppe. Je n'ai plus besoin de ce qu'il y avait à l'intérieur. Le procès est terminé, les dommages ont été payés, mais à chaque fois que je regarde son bord déchiré, je me rappelle que je suis libre aujourd'hui, parce que la version de moi de l'époque, tremblant de peur, a tout de même réussi à la déchirer. Le jour de mon mariage, Hugo Montfort a glissé mon alliance au doigt de son ami d'enfance. Il m'a dit qu'il ferait d'elle sa femme, si je n'arrivais pas à me plier à ses règles. Ja dit. Très bien.
Ce très bien n'était pas un mot de capitulation. Je disais que je ne l'épouserais pas. Je disais que je n'avais plus besoin de lui. Je disais que j'allais reprendre tout ce qu'ils essayaient de me voler, pièce par pièce. Et je disais qu'à partir d'aujourd'hui, j'allais suivre mon propre chemin. Je n'hésite plus. Je ne suis plus un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le pouvoir de tourner la page, la voix pour annoncer la fin, tout cela m'appartient entièrement. Je suis Éléonore Mercier. Je suis une femme qui, le jour de son mariage, s'est fait voler son alliance par son fiancé pour être offerte à une autre. Pourtant, je me suis tenue droite et je suis sortie sous le regard de toutes les personnes présentes. Après cela, j'ai protégé mon entreprise, a gagné mon procès, j'ai protégé ma mère et j'ai retrouvé la force d'aimer quelqu'un à nouveau. Je ne suis pas une femme qui se recroqueville quand on lui dit d'être soumise. Je suis tranchante, je suis déterminée et je suis un être humain digne d'être chaleureusement aimé, exactement tel que je suis. Et à partir d'aujourd'hui, je continuerai à choisir ma propre vie avec mes deux mains,